2025, année électorale en Afrique, année de tous les dangers aussi, malheureusement. Durant le même mois, octobre 2025, deux élections présidentielles se tiendront dans deux pays phares de l'Afrique dite francophone, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. On commence par le Cameroun. Paul Biya, 92 ans, n'a pas annoncé qu'il remplirait dans 10 mois, mais il a quand même lancé des signaux assez clairs. On l'écoute. Je suis particulièrement sensible au soutien massif que vous n'avez cessé de m'apporter toutes ces années. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais ménagé aucun effort pour répondre à vos aspirations. Votre confiance m'honore et me sert de boussole dans l'action que je mène à la tête de notre cher et beau pays. J'ai pu vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Quelques jours avant, l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, indiquait au micro de RFI qu'une candidature de Paul Biya ne serait pas réaliste, ce qui entraînait immédiatement une violente levée de boucliers de ses soutiens. Les choses sont-elles donc transparentes? Paul Biya sera-t-il candidat si l'évocation d'un caractère irréaliste de la candidature d'un homme de 92 ans qui vient de passer de nombreux jours en Suisse parce qu'il était malade crée autant d'ulcères parmi ses partisans? Wilfried. Il sera candidat et moi qui n'ai plus l'habitude d'écouter le discours de Paul Biya, vous m'y avez plus ou moins obligé pour cette émission. J'ai dû me torturer comme on dit au Cameroun, à l'écouter évidemment, et il a précisé que sa détermination reste sans faille. Donc voilà, Paul Biya sera candidat. Moi je l'ai toujours dit, je l'ai dit même à ses propres militants déjà en début d'année 2023. Il sera candidat parce que il a conceptualisé la magistrature suprême comme une propriété privée de sa personne. Il a beau avoir 92 ans. Je pense qu'il a inversé les chiffres dans son esprit et il ne se voit pas du tout partir, il ne se voit pas autrement que président de la République. C'est la même mécanique qu'on a en Côte d'Ivoire avec cette façon de jouer le flow jusqu'à la dernière minute. Or, quand on veut vraiment partir, puisqu'on veut quand même que le pouvoir reste à l'intérieur du système, on s'assure d'avoir un dauphin qu'on va adouber, qu'on va porter au devant de la scène. Or, à 10 mois de la présidentielle, il n'y a pas l'ombre du soupçon d'un dauphin. Il y a eu des velléités de franquisme. On a eu des gens qui ont essayé de rendre un peu plus visible Franck Biya, le fils du père, mais cela a été étouffé dans l'œuf, une manière de montrer que même pour mon propre fils, je ne suis pas prêt de lâcher les affaires, je suis pas prêt de lâcher du lest. Donc oui, Paul Biya sera candidat. Et après, bon, pour nous, du côté de l'opposition, c'est un non-événement parce que le système, il est certes incarné par Paul Biya, mais c'est le système qui nous pose problème. C'est de la mécanique du système que nous voulons nous débarrasser. Alors Paul Biya ou un autre individu, cela reviendrait au même, vu que les pratiques, l'état de non-droit précisément, le vrai état de non-droit, le fait de fouler aux pieds la dignité humaine au mépris de toutes les conventions internationales, le marasme économique, voilà, c'est-à-dire et toute la gabegie financière qui va avec, c'est l'ennemi que nous avons, enfin c'est l'ennemi d'une opposition crédible. Et ça fait que Paul Biya, la personne à la tête du RDPC pour les élections d'octobre, est un non-sujet. Mais si vous me posez la question, je vous dis oui. Sur l'Église catholique, ça t'a pas surpris? Taper aussi fort sur l'Église catholique? Sur Monseigneur Cléda, l'archevêque, parce qu'il a prononcé quelques mots. Oui, c'est une manière de montrer que nous n'apprécions pas, nous, au RDPC, nous, les gens du pouvoir, nous n'apprécions pas les critiques d'où qu'elles viennent, et nous sommes prêts, enfin, quand vous regardez, il y a une kyrielle, on va même aller dans des exemples un peu effrayants, on a une kyrielle de décès tragiques, d'assassinats, de personnages, de personnalités du clergé, depuis plusieurs décennies, depuis les années 80, voire même avant, en tout cas dans les années Biya, il y a une épidémie de décès et d'assassinats de prélats, d'évêques. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va être surpris du fait que Paul Biya durcit le ton envers un évêque, un prêtre qui aurait pris un peu trop de liberté dans l'expression de son opinion politique. On a même eu un évêque dans le Septentrion qui a évoqué il y a 2-3 jours l'idée que même le diable serait préférable à la tête du Cameroun à Paul Biya parce que Paul Biya, oui, c'est Paul Biya, on a vu jusqu'où il nous mène. Le diable, on ne sait pas, peut-être ça peut être mieux. On aimerait bien que ce soit le diable, on se laisse surprendre, on verrait ce que ça donne. Donc oui, c'est voilà, la communication, la parole se libère aussi et nous l'avons déploré pendant des années.
en comparant le Cameroun avec la RDC, par exemple, où vous avez l'archevêque de Kinshasa, Monsieur Fredola Ambongo, qui est très présent qui a été très présent dans les discussions politiques, notamment entre le camp Kabila et le camp Tshisekedi il y a quelques années. Donc aujourd'hui, on a cette libéralisation de la parole aussi au sein des membres du clergé que j'apprécie personnellement, mais en même temps, voilà, que Paul Biya ne voit pas cela d'un bon œil n'est pas une surprise non plus. Et ce serait pas une surprise non plus que ça aille d'ailleurs plus loin au vu de ce qu'on a vu, qu'ont subi les éléments de l'Église catholique. Donc voilà, le Cameroun, c'est cela. Le Cameroun de 2025, ce sera cela. Mais oui, je t'écoute. Oui, le Cameroun de 2025, ce sera cela de toute manière. Pour nous, je voulais conclure par là pour dire, pour nous, au MRC, au sein du parti d'opposition, Paul Biya ou quelqu'un d'autre, c'est un non-événement. Mais si vous me posez la question, sera-t-il candidat ou non, je vous le dis à 1000%, évidemment qu'il sera candidat. On a aussi vu que Petit Pays, qui est un des chanteurs populaires camerounais, a eu la dent dure contre Paul Biya, ce qui est peut-être un signe des temps. Fabrice, si Biya est candidat, dans les conditions dans lesquelles il a été ces dernières décennies, y a-t-il autre chose à attendre que sa victoire, même s'il n'est pas en mesure de faire campagne? Ah non, c'est une évidence que une candidature de Paul Biya entraînerait de manière automatique une victoire à cette élection de novembre prochain. Il suffit de voir en fait tout simplement la déconnexion. Malheureusement, je suis désolé, mais on a un peuple qui est déconnecté, qui vit dans une espèce d'illusion de sa grandeur passée, qui préfère être dans des espèces de comparaisons sans importance avec la Côte d'Ivoire, avec d'autres nations africaines, et qui politiquement est tout simplement résigné. Donc la question d'une candidature de Paul Biya, celle d'une victoire en fin d'année. Il suffit de voir aussi pour prendre en mesure et en compte le fait qu'il est un poids incommensurable dans son propre camp, c'est de voir comment sa disparition il y a quelques temps, où il a passé quasiment 2 mois à l'étranger, a créé la panique dans son propre camp, et pour comprendre que même le RDPC n'a pas de plan B, en fait. Il y a eu quelques tentatives, Wilfried le disait, autour de Franck Biya, mais il n'y a jamais eu d'autres possibilités dans l'esprit, dans le logiciel de ce parti que lui. Donc il sera candidat, et si rien d'autre ne change, il sera réélu, parce que ce parti a totalement phagocyté, cornaqué, matricé les élections, et fait que l'expression de toute opposition est extrêmement compliquée. Il y a eu aussi une tribalisation aussi de la politique, qui fait que malheureusement énormément de gens voient toujours les aspects tribaux, les aspects ethniques, au lieu de regarder l'intérêt du Cameroun en général. Et malheureusement, ces choses-là, même dans le débat politique aujourd'hui, viennent polluer en fait les discussions et les échanges, parce qu'on parle de tribus. Le vote est devenu presque tribal. Est-ce que c'est sûr, ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas une réalité qu'on ne sait pas qui vote quoi, dans la mesure où les élections ne sont pas transparentes? Malheureusement, il y a une réalité, et même dans les campagnes précédentes, les campagnes politiques, les gens qui viennent d'une tribu peuvent avoir du mal à aller faire campagne, aller faire un peu de la promotion, la propagande politique dans une autre région. En 2025. On va donner la parole à Jean-Paul, mais Wilfried a été un peu... En fait, en gros, on dit que ça sert à rien que vous alliez aux élections. C'est ce que Fabrice dit. Si Biya est candidat, c'est plié. C'est à ce moment-là que je vous renvoie à Frantz Fanon, les damnés de la terre. Le combat d'une génération, c'est celui-là. Découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Trahir la mission serait de se résigner, de dire que Paul Biya détient les cordons de la bourse, détient les leviers de l'armée, détient tout le logiciel. Et évidemment, c'est le cas. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va abandonner avant d'avoir commencé. On doit remplir cette mission-là, qui est de mettre Paul Biya au banc de touche, parce que ça fait 42 ans et ce n'est plus supportable. Et la tribalisation du pays dont tu parles. La tribalisation, oui, c'est un mécanisme mis en place justement par Paul Biya, parce que quand on n'a pas de projet de société, quand on n'a pas de programme de gouvernance, nous, on a un programme qui fait 88 pages. On va d'ailleurs en publier la nouvelle mouture au cours dans les... Vous, c'est le MRC de Maurice Kamto. Oui, très prochainement. On a un programme d'une densité inouïe, ce qui fait qu'on n'a pas de temps à perdre, à tribaliser, à parler des tribus, des communautés.
Par contre, quand on n'a pas de projet de société, évidemment, on présente à sa communauté le pouvoir comme étant quelque chose qui nous appartient. On n'est plus en république, c'est-à-dire le Cameroun cesse d'être un État, cesse d'être une république, ça devient une juxtaposition de clans où on dit à son clan ou à sa communauté ou à son groupe ethnique, nous avons le pouvoir. Et le fameux nous peut manquer d'électricité, peut manquer d'eau, peut manquer. Il y a cette fierté artificielle de se dire nous avons le pouvoir. Mais autant ça a été créé avec un mécanisme politique, parti d'une intention politique perfide, autant ça peut être démantelé avec justement, comment dire, le retour à la réalité, le discours, la pédagogie politique qu'on fait auprès d'un peuple à qui on dit vous, les membres de la communauté de X champions, subissez la même injustice, la même pénurie d'eau, le même déficit d'électricité que les autres Camerounais. Donc, à partir du moment où la finalité, c'est quand même d'avoir une infrastructure minimum, une infrastructure minimale. Meilleure vie. Oui, à partir de cet instant-là, vous devriez, en tant qu'adulte, parce que les Camerounais ne sont pas non plus des enfants, c'est pas un peuple dépourvu d'intelligence qui ne réfléchit pas, bien au contraire. Si on l'a endoctriné avec le logiciel de la crispation et du repli, de la crispation ethnique et du repli identitaire, on peut de la même manière faire cette pédagogie de lui dire non, il ne s'agit pas de favoriser une communauté, une ethnie, un clan, il s'agit de construire une autoroute entre Yaoundé et Douala qui profitera à toutes les ethnies, parce que quand il y a un accident, l'accident ne choisit pas les membres d'une communauté, il y a tout le monde qui va mourir sans distinction d'origine. Et c'est ce que nous faisons avec des résultats visibles sur le terrain, dont je m'inscris, enfin je ne peux pas m'aligner derrière l'idée que ça ne fera pas tache d'huile. Évidemment, ça ne sert pas à rien. Moi, je m'insère un peu dans ce débat de deux Camerounais qui connaissent bien le Cameroun, mais moi j'ai un problème. Est-ce qu'on ne peut pas dépersonnaliser, si on peut me permettre, le débat politique camerounais? C'est-à-dire, moi j'ai une logique qui est simple de la démocratie. Pour moi, la démocratie, c'est la traduction quantitative de l'égale dignité qualitative de chaque citoyen devant la loi, c'est-à-dire le vote. Le vote, qui organise le vote? Qui sont les votants, c'est-à-dire les électeurs? Compte les bulletins aussi. Comment on compte les bulletins? Moi, j'ai l'impression qu'au Cameroun, ce débat est un débat, je sais pas si je peux dire subsidiaire, mais on fait d'autres débats. Le débat de Kamto, on fait le débat de la personne de Biya, on fait le débat de la... Biya, depuis 43 ans. Mais justement, est-ce qu'au niveau de la République, comme je le disais tantôt, Fabrice et Wilfried, est-ce qu'au niveau de la République camerounaise, il existe les institutions et organes nécessaires, suffisants et forts, de sorte que lorsque... La République, c'est Biya. Mais qui sont les organes qui existent, qui sont mais monopolisés justement, par le pouvoir. Si la République, c'est Biya, mais battons-nous pour ça. Nous, Camerounais, battons-nous pour qu'on ait une République avec des organes, avec des institutions qui fonctionnent normalement. À partir de ce moment, moi, je pense que le débat de dit Biya, le débat de dit Kamto sera secondaire. Véritablement, les Camerounais vont choisir celui ou ceux qui les dirigeront. Mais pour l'instant, quand on est dans des débats de Biya a fait 50 ans, Biya est vieux, Biya est ceci, Kamto est fort, et ça prend des allures, le débat est tribalisé de façon de dire, bon, moi, je pense que ce chemin que les Camerounais sont en train d'emprunter, ce chemin est dangereux. La question du tribalisme sur notre continent africain entraîne toujours des désastres, entraîne toujours des tragédies. L'histoire, elle est récente pour nous informer. Donc, moi, il serait utile, et pour les Camerounais eux-mêmes, de sortir de ce débat lié à Biya, et de se sortir des débats liés à Kamto ou à qui que ce soit, et penser penser la vraie question des institutions de la République, des organes administratifs qui vont penser en réalité, Jean-Paul, la question des institutions de la République ne peut avoir lieu qu'après le départ de Paul Biya, puisqu'il était président dans un cadre de parti unique et président dans le cadre du parti du multipartisme, qu'il a revêtu des mécanismes du parti unique. Donc aujourd'hui, le Cameroun attend le départ plutôt, la mort du monarque, et puis il va penser à une question républicaine. Pas du tout. Je pense, à moins que je me trompe, je pense que je n'ai pas mentionné le nom Maurice Kamto une seule fois dans cette intervention. J'ai parlé par contre du programme politique. Nous essayons justement, vous avez raison, il ne faut pas personnaliser le débat politique. Nous essayons justement de présenter aux Camerounais un programme qui ne dépend pas d'un individu. L'individu porte le programme à un instant T parce que il faut bien que l'armée, enfin il faut bien que la troupe ait un capitaine. Mais ce n'est pas l'individu qui fait le programme. J'ai pris l'exemple d'une autoroute qu'on doit construire qui justement va servir à tous les Camerounais. Vous avez environ 430 km d'autoroute en Côte d'Ivoire. Pour 2025, c'est ce qui est prévu au Cameroun.
Cameroun, on est incapable de finir l'autoroute principale qu'on a voulu construire Yaoundé et Douala. La seule autoroute, on va dire. Oui, et c'est ce que nous mettons en exergue maintenant pour la construction de la République. Vous avez aussi raison à ce niveau, en ce sens où nous faisons ce travail de pédagogie, de créer des institutions fortes. Nous avons un organe chargé de gérer les élections qui s'appelle Elections Cameroun, ELECAM, et qui, tout au long de l'année 2024, a foulé aux pieds les règles qu'il était censé respecter. Le MRC a déposé des plaintes auprès des tribunaux nationaux pour justement mettre en exergue toutes ces violations de loi. On est même allé jusqu'à exiger aux Camerounais le titre de séjour dans les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger, notamment ici en France, une violation du décret d'application de la loi de juillet 2011 qui a été signée le 8 août 2011 par Paul Biya. C'est cette pédagogie-là que nous faisons en disant voici la loi, voici ce qui a été ratifié par Paul Biya lui-même et voici ce qui se passe dans la pratique. C'est une violation évidente qui ne laisse place à aucun débat. Et on va avancer dans le débat. Et au fur et à mesure, en tout cas pour terminer, au fur et à mesure, nous amenons donc les Camerounais à apprendre à défendre leurs droits parce que le respect de la Constitution n'est pas une entité facultative. C'est comme ça qu'on crée la masse critique qui fait pression sur les tenants du pouvoir qui fraudent les institutions. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, le peuple réclame ce qui lui appartient, à savoir le respect de ce qu'il a adopté comme loi fondamentale. Donc nous y sommes et on va continuer pour les 10 mois qui viennent.